11 millions de dollars sur 10 ans. C'est la somme que les Seahawks de Seattle ont versée en 1987 à un linebacker de 22 ans à peine. À l'époque, il s'agissait du plus gros contrat jamais signé par un rookie dans l'histoire de la NFL. Son visage envahissait les couvertures de tous les magazines de sport, sa coupe de cheveux lançait une mode nationale, et les analystes voyaient en lui l'avenir du football professionnel. 3 ans plus tard, les Seahawks le libéraient, l'étiquetaient comme l'un des plus gros échecs que la Ligue ait jamais produit, et le regardaient chercher, sans jamais vraiment y parvenir, un second souffle. Ce qui a suivi n'a pas seulement détruit sa carrière de footballeur, cela a discrètement sabordé tout ce qu'il a tenté par la suite. Brian Bosworth a créé un monstre qu'on surnommait le Boss. Et ce monstre a mis des décennies à le lâcher. Avant de plonger dans cette histoire hors du commun, pense à t'abonner à la chaîne. La suite en vaut vraiment la peine. Oklahoma City, 9 mars 1965. Un garçon prénommé Brian Case Bosworth voit le jour avec un père qui, dès le départ, tenait déjà les comptes. Foster Bosworth ne complimentait jamais son fils après un beau match. Il préférait remplir les carnets entiers de statistiques, plaquages, sacs, chaque instant mesurable de sa performance. Cette obsession paternelle, aussi implacable soit-elle, a fini par porter ses fruits. Au lycée MacArthur, à Irving au Texas, Brian devient l'un des linebackers les plus redoutés de l'État avant même d'avoir terminé sa 3e année. Les recruteurs universitaires affluent de partout, mais c'est l'entraîneur en chef de l'Oklahoma, Barry Switzer, qui remporte la mise en débarquant chez lui vêtu d'un manteau de castor, tel un membre de la royauté du football venu réclamer son héritier. Switzer ne recrutait pas un joueur, il adoptait un fils. Presque tout ce qui rendait Bosworth intouchable à l'université allait, plus tard, servir de preuve qu'il n'était qu'une imposture. À Oklahoma, ses talents de footballeur ne sont pas simplement mis en valeur, ils se transforment en autre chose. Ses plaquages restent d'une férocité rare, sa capacité à anticiper les jeux avant même qu'ils ne se dessinent frôle le surnaturel, et son énergie ne semble jamais faiblir. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est le personnage qu'il construit autour de lui. Il se surnomme lui-même le boss, arbore une coupe mulet teinte de rouge et de noir façon peinture de guerre, porte des boucles d'oreilles et provoque ses adversaires avec une assurance qui frôle l'arrogance. Et ce qui rendait tout le monde fou, c'est qu'il tenait systématiquement parole sur le terrain. En 1985, il remporte le tout premier trophée Dick Butkus, récompensant le meilleur linebacker du pays. Il le remporte à nouveau l'année suivante, devenant à ce jour le seul joueur de l'histoire à avoir décroché cette distinction 2 fois. Il est le pilier défensif de l'équipe championne nationale d'Oklahoma en 1985, et sa 4e place au vote du Heisman Trophy l'année suivante confirme son statut. Plus tard, College Football News le classera 30e plus grand joueur universitaire de tous les temps. Sur le terrain, personne ne pouvait le toucher. En dehors, quelque chose de dangereux était en train de se former. Une marque, un spectacle, un paratonnerre à controverse. Le boss gagnait du terrain semaine après semaine, et Brian Bosworth, lui, rétrécissait dessous. Dominer à l'université ne veut rien dire si l'on ne survit pas à ce qui suit. Décembre 1986 change tout. Oklahoma se prépare à affronter Arkansas à l'Orange Bowl lorsque la nouvelle éclate. Bosworth a été contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants. La substance en cause, le décadurabolin, vaut au chouchou du football universitaire d'être suspendu pour le plus grand match de l'année. Impossible pour un personnage comme lui de rester silencieux. Il s'envole vers Miami à ses frais et organise une conférence de presse restée célèbre pour de mauvaises raisons, comparant la NCAA à un régime communiste et affirmant que leur attitude dictatoriale l'avait exilé en Russie. Sa défense reposait sur une prescription médicale liée à une blessure survenue lors de l'Orange Bowl précédent, arguant que la substance aurait dû quitter son organisme bien avant le contrôle. Le véritable coup d'éclat survient pendant le 3e quart-temps du match lui-même. Les caméras de télévision captent Bosworth en marge du terrain, retirant lentement son maillot pour révéler un t-shirt en dessous. On pouvait y lire « NCAA National Communist Against Athlete ». Des millions de téléspectateurs assistent à la scène en direct. La direction d'Oklahoma explose de colère, les donateurs expriment leur indignation, et Barry Switzer, cet homme devenu pour lui une véritable figure paternelle, décide qu'il en a assez vu. Peu après la fin du match, le verdict tombe. Le passage de Bosworth chez les Sooners est terminé. À ce stade, Bosworth avait encore un avenir devant lui, et c'est là qu'il décide d'écrire un livre. The Boss, Confession of a Modern Anti-Héros, publié en 1988, jette directement ses anciens coéquipiers et le programme sportif sous le bus. Selon son récit, l'usage de stéroïdes était aussi banal à Oklahoma que la moutarde dans un vestiaire. Certains joueurs en auraient consommé avant les matchs, et l'un de ses coéquipiers aurait même tiré à la mitraillette depuis le balcon d'un dortoir pour mettre fin à une bataille de boules de neige.
Les critiques balaient ces révélations d'un revers de main, les qualifiant de règlement de compte d'un joueur déchu en quête de vengeance. Ce que personne n'attendait, c'est le rapport de la NCAA publié 3 mois plus tard, confirmant une bonne partie de ces accusations. Oklahoma écope d'une mise sous probation, et Barry Switzer finit par perdre son poste. Le boss avait brûlé tous les ponts derrière lui, et la NFL observait son moindre geste. Il lui restait pourtant un atout. Bosworth avait organisé son parcours universitaire de manière à obtenir son diplôme un an en avance, se ménageant ainsi un levier pour la draft de la NFL, avec une année d'éligibilité encore disponible. Il envoie des lettres à plusieurs équipes avec un message limpide. Ne me sélectionnez pas, car je ne jouerai pas pour vous. La plupart des franchises reculent devant cet avertissement. Les Stars de Tacoma, en indoor soccer, le repêchent malgré tout au 12e tour, leur directeur général justifiant ce choix par le simple fait que Bosworth ne leur avait, envoyé aucune lettre de refus. En juin 1987, lors de la loterie du repêchage supplémentaire, les Seahawks de Seattle obtiennent le premier choix et sélectionnent Bosworth, alors même que Seattle figurait explicitement sur la liste des équipes qu'il avait mises en garde. Son refus initial de signer cède rapidement face à la réalité financière. Les Seahawks lui proposent le plus gros contrat rookie de l'histoire, 10 ans pour 11 millions de dollars. L'argent parle et toutes les promesses de ne jamais jouer pour Seattle s'évaporent aussitôt. Quiconque s'attendait à ce que le boss adoucisse son personnage en passant professionnel allait vite déchanter. Son premier match de saison régulière, face aux Broncos de Denver, est précédé d'une semaine entière de provocations dirigées contre John Elway. Bosworth promet de frapper le quarterback si fort que la pénalité en vaudra la peine. Les fans de Denver répondent avec fureur. Environ 10 000 supporters des Broncos assistent au match vêtus de t-shirts proclamant « Bannissez le boss » et « Combien vaut un boss ?» Rien, vendu 15 $ pièce. Et c'est ici que l'histoire révèle à quel point Bosworth était en avance sur son époque. Ces t-shirts provenaient de sa propre entreprise. Chaque exemplaire vendu remplissait ses poches, même s'il prétendra plus tard que les bénéfices étaient reversés après le retournement de son véhicule. L'année suivante, il pratique un massage cardiaque sur un homme effondré sur un parking, le maintenant en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Ce n'étaient pas les gestes d'un homme en quête de projecteur, c'étaient les gestes de quelqu'un cherchant à vivre discrètement et à faire un peu de bien autour de lui. C'est à ce moment qu'ESPN entre en scène. En 2014, Brian N. The Boss rejoint l'acclamée série documentaire 30 for 30 du réseau. Le film ne ressemble en rien à ce que les fans attendaient, aucune célébration du personnage du boss. Les caméras capturent au contraire une véritable exploration de l'homme derrière la légende. Bosworth s'assoit avec son fils adolescent, Max, et fouille dans des boîtes de souvenirs conservées par sa mère. Il en sort le fameux t-shirt de l'Orange Bowl et le fixe longuement. Il le décrit comme le commencement de la fin, son seul véritable regret, et pourtant, il ne parvenait toujours pas à s'en séparer. Les larmes reviennent à plusieurs reprises tout au long du documentaire. Il parle de son père exigeant, de la manière dont Barry Switzer était devenu la figure paternelle qu'il avait toujours recherchée, et de ce livre qui avait détruit ses relations avec ses anciens coéquipiers. Une réconciliation avec Switzer a même lieu devant les caméras. D'anciens joueurs d'Oklahoma, comme Tony Casillas, apparaissent également et laissent clairement transparaître le ressentiment qui nourrissait encore à l'égard de son autobiographie sans filtre. Les blessures n'étaient pas toutes refermées, certaines ne le seraient jamais. Le documentaire explore un thème qui résonne particulièrement chez ceux qui avaient grandi en le regardant jouer. Le boss et Brian étaient deux personnes bien distinctes. Le personnage avait fini par engloutir l'homme, et lorsque Bosworth avait pris conscience de ce qui se produisait, il était déjà trop tard pour l'arrêter. Il décrira cela comme une forme de réalité scénarisée, des années avant que cette expression n'entre dans le vocabulaire courant. En 2015, l'annonce tombe. Brian Bosworth sera intronisé au temple de la renommée du football universitaire au sein de la nouvelle promotion. Une forme de reconnaissance qu'il n'attendait probablement plus, mais qui ne parvient pas, pour autant, à effacer ce qu'il était devenu aux yeux du grand public. Le fameux plaquage de Bo Jackson continue de circuler aujourd'hui, et pratiquement chaque classement des plus gros échecs de l'histoire de la NFL mentionne son nom. Sa carrière reste synonyme d'une hype incapable de tenir ses promesses. Internet ne le laisse jamais oublier et, d'une certaine manière, Brian Bosworth a trouvé le moyen de transformer cela en quelque chose de nouveau. Depuis 2018, il apparaît régulièrement lors des diffusions de matchs universitaires sans que la plupart des téléspectateurs ne s'en rendent réellement compte. Il incarne le shérif dans la campagne publicitaire Fanceville de Dr Pepper, une série satirique de publicité se déroulant dans une ville fictive obsédée par le football américain. Les spots embrassent pleinement l'absurde, l'autodérision et livrent un humour authentique. Le shérif Bosworth y trébuche d'enquête en enquête, personnage naïf et maladroit, toujours pris au cœur de quelque crise ridicule liée au football.
C'est exactement l'opposé de tout ce que représentait le boss, et Bosworth adore chaque seconde de cette aventure. Dans plusieurs interviews, il a salué l'écriture du projet, qu'il juge brillante et apprécie que la campagne refuse de se prendre au sérieux. Des stars actuelles du football universitaire, comme le quarterback des Longhorns du Texas Queenie Wers, apparaissent même à ses côtés dans le rôle de son adjoint. Dr Pepper s'inquiétait tellement de la loyauté de Bosworth envers Oklahoma que la marque ne lui a révélé qu'à son arrivée sur le tournage qu'il serait associé à un Longhorn. Sa réaction correspond exactement à ce que l'on pouvait attendre d'un homme ayant un jour déclaré que la simple vue de la couleur orange brûlée lui donnait envie de vomir. Mais la chaleur humaine reprend vite le dessus. Il admettra que son partenaire était bien trop sympathique pour ne pas l'apprécier. Si cette histoire te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne manquer aucun de ces récits fascinants du monde du sport et du divertissement. Ces publicités ont offert à Bosworth quelque chose qu'il n'avait jamais eu, ni pendant sa carrière de footballeur, ni pendant ses années hollywoodiennes. La permission d'être complice de la blague. L'homme qui promettait autrefois de détruire John, Elway incarne aujourd'hui un shérif naïf enquêtant sur le vol de poteaux de but. L'ironie n'échappe à personne, et surtout pas à Bosworth lui-même. Peyton Manning a résumé la situation en une phrase. Chaque fois qu'on croise une marque personnelle bâtie autour d'un seul homme, on marche sur un chemin de briques jaunes pavé par le boss. Bosworth n'a pas seulement créé un personnage, il a inventé le modèle que suivent aujourd'hui tous les athlètes devenus influenceurs. Il avait simplement 30 ans d'avance sur son époque pour véritablement en tirer profit. Les réseaux sociaux ont également révélé un Bosworth remarquablement sincère quant à ce regret. En 2019, il présente des excuses publiques à une femme qui avait raconté à quel point il s'était montré grossier envers elle à l'époque des Seahawks. Son message était simple. À cette période de sa vie, il ne pensait qu'à lui-même, jamais aux autres. Cette version de lui-même, dit-il, n'existe plus. L'histoire de Brian Bosworth traverse le talent, l'orgueil démesuré, la destruction et quelque chose qui ressemble presque à de la paix, si l'on plie suffisamment les yeux. L'un des linebackers universitaires les plus dominants de tous les temps, et pourtant, la plupart des gens se souviennent surtout de lui se faisant piétiner par Bo Jackson. Le plus gros contrat rookie de l'histoire, et pourtant une carrière en NFL qui n'aura duré que 2 petites douzaines de matchs. Censé devenir la prochaine grande star du cinéma d'action, et pourtant ces films finissaient directement en VHS. Les entraîneurs qui l'ont vu jouer à Oklahoma continuent d'affirmer qu'il avait le talent nécessaire pour devenir un joueur du Pro Bowl année après année. Il est plutôt devenu une mise en garde vivante, la preuve que la hype sans la santé ne vaut rien, et que l'image que l'on construit peut se transformer en prison dont on ne s'échappe jamais. Mais une autre lecture existe. Bosworth a inventé la marque personnelle moderne de l'athlète. Il comprenait le marketing, l'autopromotion et la controverse maîtrisée bien avant que quiconque d'autre dans le sport n'y pense. Il a fait de l'argent avec les gens qui le détestaient et a transformé chaque caméra en opportunité. Et lorsque tout s'est effondré, il n'a pas disparu. La réinvention est venue. Une forme de paix avec son passé a fini par s'installer. Et une certaine pertinence a perduré, dans un monde qui, pourtant, était depuis longtemps passé à autre chose. Aujourd'hui, le boss n'est plus qu'un personnage que Brian Bosworth interprète pour faire rire. Le monstre qu'il a lui-même créé ne le contrôle plus. Et peut-être qu'après tout cela, les stéroïdes, les scandales, le plaquage de Bo Jackson, le cimetière des VHS et 3 décennies passées à servir de blagues récurrentes, c'était, finalement, la seule fin possible. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager ce récit méconnu avec quelqu'un qui aime le cinéma d'action. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.